Masechet Shabbat Daf Yud Tet, on commence Bezrat Hashem à Daf Yud Chet Amud Bet, à 3 lignes d'en bas. Tanu Rabbanan. Bet Shammai Omrim. Laim Kor Adam Chemtzol Enochri, un homme n'a pas le droit de vendre son Chametz à un goy, et la Imiken Yodea Bo Shiyichle Kodem HaPesach, divrei Bet Shammai. Sauf si il sait que le goy va terminer son Chametz avant Pesach, selon Bet Shammai, c'est qu'à ce moment-là qu'on a le droit de le lui vendre. Ou Bet Hillel Omrim, Kolzman Shemutar Leochlo Mutar Lemocho. Selon Bet Hillel, par contre, tant que on a le droit de manger du Chametz, on a le droit de le vendre à un goy, même s'il va terminer pendant Pesach. Rabbi Yehuda Omer, Kutach Habavli, V'chol Mine Kutach. Kutach Habavli, c'était une sorte de vinaigrette dans laquelle on trempait le pain, et ce Kutach en question, il était lui-même Chametz. Et Rachidi Notnin Bo Chametz, on mettait dedans du Chametz. Et cette chose-là, ça durait longtemps pour le terminer parce que c'était pas un plat qu'on mangeait tel quel. Ça servait qu'à tremper le pain dedans. Et donc, ça mettait beaucoup de temps pour le terminer. Et donc sur ça, dit la Braïta, Kutach Habavli V'chol Mine Kutach, ou bien tout ce qui ressemble à ce Kutach, Asur Limkor Shloshim Yom Kodem HaPesach. Tous les 30 jours d'avant Pesach, on n'a pas le droit de le vendre parce que ça va durer plus que 30 jours. Et donc, puisque ça va durer plus que 30 jours, il n'a pas le droit de le vendre avant Pessah parce que finalement ça va rester chez le goy, il ne va pas le terminer avant Pessah. Simplement Rachid dit qu'à 30 jours, à partir de 30 jours déjà, on doit faire attention à Pessah. Avant 30 jours depuis de Pessah, on n'a pas besoin de faire attention au Chametz. Donc là on a le droit de le vendre déjà. Parce que Rachid dit ici, à droite, à la fin de la deuxième ligne, Shloshim Yom, Mishematrillin Idrosh Bilchot HaPesach. Depuis le moment où on commence à étudier la halakha de Pessah, à enseigner la halakha de Pessah, Chalaz, il doit faire attention au mitzvah de Pessah. Donc, avant Purim, il n'a pas besoin de craindre que le goy à qui il va vendre ce koutar va le terminer pendant Pessah. Mais à partir de Purim, il doit faire attention à ce que son chametz ne soit pas mangé même chez le goy pendant Pessah. Donc, il ne peut plus le vendre à un goy. Selon Rabbi Yehuda, apparemment Rabbi Yehuda il pense comme Bet Shammai, mais on a vu déjà que selon Bet Hillel, tant qu'on a le droit de manger, on a le droit de vendre. Tanu Rabbanan. Notnin mezonot lifnei hakelev v'chatzer. On a le droit de mettre du manger pour le chien dans la cour. Netalov yatsa en itkakin. Si le chien a pris le manger et il est sorti avec, par exemple, Oreshut Arabim, on n'a pas besoin de l'arrêter, de l'empêcher, puisque nous, on a laissé cette chose-là, dans la cour, dans un Oreshut Arabim, donc ça va. Kayotsebo, de même, dit la Mishnah Braïta, Notnin mezonot lifnei anochi bechatzer, on a le droit de mettre devant le goy de la nourriture dans la cour. Netalov yatsa en izkakin lo. Si le goy, il a pris et il est parti, on n'a pas besoin de l'empêcher. Hatula Mali. Pourquoi cette répétition? Pourquoi on a besoin d'ajouter le goy après le chien? Demande à la Gemara. Haï noir, c'est pareil. Il répond à la Gemara, Mao des Témas, j'aurais pu croire. Qu'est-ce que tu aurais pu dire? Haï ramiale, vaïlo ramiale. Le chien, il est imposé sur lui. Il doit faire attention à le nourrir. Tandis que le goy, le juif, n'a pas besoin de faire attention à le nourrir. Le goy, il est indépendant. Il peut se débrouiller tout seul. Donc finalement, puisqu'il n'a pas besoin il n'est pas responsable de le nourrir, alors j'aurais pu croire qu'il est interdit de laisser au goy dans la cour si le goy va le sortir à l'extérieur, ou plutôt si le goy va le sortir, on devra l'empêcher. Kamash malan que non, il n'y a pas de différence. Aussi bien un chien qu'un goy, on peut laisser sa nourriture dans la cour, au reshut hayachid. Si ensuite il va le prendre, il va le sortir, ça le regarde, on n'a pas besoin de l'empêcher. Tanu Rabbanan, nouvelle braïta. Lo yaskir adam kelav enochi be'erev Shabbat. Un homme n'a pas le droit de louer ses ustensiles à un goy vendredi erev Shabbat. Bervi ou bachamishi mutar. Par contre, mercredi ou jeudi, c'est permis. Par exemple, disons une voiture, ce sera interdit de la louer à un goy apparemment vendredi, quand il va l'utiliser Shabbat aussi, mais mercredi, jeudi, c'est permis. Kayotsebo, de même, dit la Braïta, en meshalchin igrot biyad nochi be'erev Shabbat. On n'a pas le droit d'envoyer des lettres avec un goy avant Shabbat, vendredi, Berevi ou Bachamishi Moutar. Mais mercredi, jeudi, c'est permis. C'est permis de mettre à la poste. Ensuite, ce qu'ils vont faire, ça les regarde. Amrou alav, al Rabbi Yossé à Cohen, Vamre al Rabbi Yossé à Chassid. On disait sur Rabbi Yossé à Cohen, Rabbi Yossé à Chassid, Shalom imtak taviado biad nochim meolam. On n'a jamais trouvé
son écriture entre les mains d'un goy, jamais. Même en début de semaine, il craignait que le goy continue à travailler pendant Shabbat pour chercher l'adresse et que finalement il risque donc de travailler pour lui, pour le juif pendant Shabbat. Celui qu'il verra pendant Shabbat avec l'écriture de Rabbi Yossi Cohen, Rabbi Yossi Chassid, il dira voilà, il lui a envoyé une mission pendant Shabbat à faire. Et donc il donnait jamais de lettres à un goy à les envoyer chez quelqu'un. Tanu Rabbanan. La Gemara continue encore quelques précisions sur ce qu'on a vu. En meshalchin igeret biad nochi erev Shabbat. On n'a pas le droit d'envoyer une lettre par un goy vendredi. Et la imken kotet lodamim, sauf s'il a fixé un prix. C'est-à-dire, c'est pas un employé qui est payé par jour ou par heure, mais il lui a donné sa mission à faire. Le goy a été payé, ou il connaît son prix fixe. Ensuite, que le goy va travailler, ça ne regarde que le goy. Jusqu'à ce qu'il termine sa mission, de toute façon, il n'aura pas plus ni moins que ce qu'on lui a fixé. Et donc, ça ne s'appelle pas qu'il travaille pour le juif. Dans ce cas-là, c'est permis. Donc, Elaim Ken, qu'on a vu, Kotet Lodamim, il a fixé son prix. Dans ce cas-là, ça sera permis, même vendredi, de lui laisser cette lettre. Bet Shammai Omrim Kedeshiagi Alebeto, ou Bet Hillel Omrim Kedeshiagi Alebait Asamuch Lachoma. Ici, la Braïta ajoute encore une machloket. Selon Bet Shammai, à condition que le goy puisse arriver à destination, déposer la lettre là où il faut. S'il peut arriver là-bas avant Shabbat, c'est permis, sinon non. Ça c'est Kedeshiagia les Beto d'après Bet Shammai. Selon Bet Hillel, par contre, on a vu Kedeshiagia, il faut que le goy puisse arriver là-bas, Tasamour la Choma, à la maison la plus proche de la muraille. Donc dès qu'il va arriver à l'autre ville, parce que ici on comprend que dans la ville dans laquelle il se trouve, il n'a pas besoin d'envoyer sa lettre avec le goy, il peut le faire tout seul. C'est pas à Paris. Et donc, il va chercher un goy pour lui envoyer la lettre dans une autre ville. Là, j'ai pas besoin que le goy puisse arriver vraiment à destination avant Shabbat. Il suffit que le goy puisse arriver à la maison la plus proche de la muraille de la deuxième ville pour dire que c'est permis de la donner à un goy. Et la Gemara demande tout de suite, mais va lokatzat. Pourtant, il a fixé un prix. On a dit que s'il a fixé un prix, ça me regarde plus ce qui se passe ensuite. Même s'il arrive pendant Shabbat, même s'il ne peut pas arriver avant Shabbat, ça ne me regarde plus. Ça ne regarde plus que le goy. Et donc ça devrait être permis. Pourquoi on a dit qu'il faut qu'il puisse arriver avant Shabbat? Répond la Gemara, Marav Shechet Achike Amar. Ainsi, la Braïta veut dire, Ve'im lo katzat. Il faut ajouter dans la Braïta une précision. Si il ne lui a pas fixé de prix, ou là on a vu que c'est interdit de l'envoyer avec un goy, là, Bet Shammai Omrim Achiagi Alebeto, c'est là où Bet Shammai on dit, attention, il faut que il puisse arriver à destination avant Shabbat. Dans ce cas-là, ça sera permis même s'il ne lui a pas fixé de prix. Donc il a appelé un goy, il lui dit écoute, envoie à telle ville, envoie telle enveloppe, tu la mets là-bas chez un tel. Et le goy il s'en va, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais on sait qu'avant Shabbat, il va certainement déjà pouvoir arriver. Ça c'est permis selon Bet Shammai. Même s'il ne lui a pas fixé de prix, ils n'ont pas parlé de prix du tout. Donc le goy travaille maintenant en tant que mission pour le juif. Il ne sait pas combien, quoi. Ou Bet Hillel Omrim, Achiagi Alebait Asamuch Lachoma. Sur ça, Bet Hillel on dit non, on n'a pas besoin qu'il puisse arriver vraiment à la maison, à destination. Il faut qu'il puisse arriver, il suffit qu'il puisse arriver à la maison la plus proche de la muraille. Demande la Gemara Ve'amrat Resha En Meshalchin. Pourtant, on a vu au début de la Braïta qu'on n'a pas le droit d'envoyer du tout avec un goy une lettre. Donc, s'il ne lui a pas fixé de prix, c'est interdit complètement. Comment est-ce que tu peux dire maintenant que dans le cas où il ne lui a pas fixé de prix, il peut arriver, on a dit comme ça, s'il a fixé un prix, c'est bon. S'il n'a pas fixé de prix, au début on a dit c'est interdit. Après on a dit non, mais s'il arrive avant Shabbat ou bien qu'il peut arriver à côté à la maison la plus proche, ça sera permis. Donc il faut savoir, est-ce que c'est interdit totalement, ou bien dans le cas où je dis qu'il peut arriver plus ou moins, selon Bet Shammai, selon Bet Hillel, alors ça sera permis. Répond la Gemara Lokashia, Hadekvia bedavar bemata, ça dépend. Si il y a un beidavar, Rashi explique c'est le gouvernement, disons la mairie ou plutôt ou peut-être le tribunal de la ville, et que donc il y a un endroit, une destination très précise, le gars il sait où arriver, il va pas chercher de partout, il sait où arriver, il connaît l'endroit, toutes les lettres arrivent là-bas, donc facilement il va y arriver, dans ce cas-là ça sera permis, même si lokatsat, il ne lui a pas fixé de prix. Du moment que, selon Bet Shammai, il peut arriver là-bas à destination avant Shabbat, selon Bet Hillel, à la maison la plus proche de la ville où il doit arriver, c'est suffisant.
Veha de l'okvia bedavar bemata. Mais ce qu'on a vu au début de Braïta qu'il était interdit complètement d'envoyer avec un goy une lettre, même si, sous-entendu, il peut arriver là-bas avant Shabbat. Vendredi c'est interdit, même vendredi matin. Il s'agit d'un cas où il n'y a pas, c'est pas que ça va arriver à un endroit connu, la mairie, le tribunal. C'est pas un endroit où il peut facilement y arriver. Il risque de chercher beaucoup. C'est une adresse inconnue, un homme inconnu. Il a dit, vas-y, envoie un tel dans la ville d'à côté. Et le gars, il peut tourner comme ça tout vendredi, Shabbat, dimanche avant de trouver le bonhomme. Dans ce cas-là, on a dit que c'est interdit. On a dit que c'est interdit, même si, théoriquement, il aurait pu arriver avant Shabbat. Même s'il pouvait arriver avant Shabbat, c'est interdit quand même. Donc finalement, la Braïta nous dit comme ça. Et on a la Braïta elle est partagée comme ça. Si, il y a 3 cas. S'il a fixé le prix est fixe. Le goy sait, je reçois tant et tant pour ma mission, je peux arriver quand j'arrive, ça n'intéresse plus le juif. Là, dans ce cas-là, le juif a donné la lettre au goy, ça y est, il est terminé avec cette histoire. Le goy ensuite travaille sur son propre compte. Il travaille pour lui, ça n'intéresse plus le juif ce que le goy fait, c'est permis. Même vendredi. Si par contre, il ne lui a pas fixé de prix, et que donc le goy c'est un peu une mission, qui est faite Erev Shabbat, alors là, attention. Si ça doit arriver à un endroit connu, comme on a dit la mairie, le Bedavar, on a dit le tribunal, la mairie, l'endroit, le gouverneur de l'endroit, et que toutes les lettres arrivent là-bas, et que donc il va pas tourner beaucoup avant d'y arriver, dans ce cas-là, même s'il n'a pas fixé de prix comme on a dit, ça sera permis à partir du moment où il peut arriver plus ou moins. Donc selon Beth Shammai, il faut qu'il puisse arriver vraiment là-bas, selon Beth Hillel, il faut qu'il puisse arriver à la maison la plus proche de la maison à l'intérieur de la ville de là-bas, donc la maison la plus proche de la muraille de la ville où il doit rentrer. Ça, c'est dans le cas où il peut arriver, il connaît l'adresse. Dans le cas par contre où il faut chercher le bonhomme dans toute la ville et qui peut tourner là-bas longtemps avant de trouver, dans ce cas-là, on dira que il est interdit de l'envoyer Erev Shabbat, puisqu'il ne lui a pas fixé de prix, donc c'est comme une mission qui est faite même pendant Shabbat. Le gars il va tourner pendant Shabbat, interdit de le faire, de lui donner cette lettre-là avant Shabbat. Tanoura Bana, la Gemara continue avec la lachot qui sont interdites même avant Shabbat, parce qu'elles se prolongent pendant Shabbat. Donc en mafligin bespina, on n'a pas le droit de prendre le bateau. Par contre mishlosha yamim kodem la Shabbat, à moins de 3 jours avant Shabbat, on n'a pas le droit de prendre le bateau. Alors Tosfot explique que la raison elle est parce qu'il interdit comme les Chachamim ont interdit par exemple de nager pendant Shabbat, ils ont interdit aussi de prendre la barque, le bateau pendant Shabbat. Donc c'est interdit même avant Shabbat, puisque finalement il sera sur le bateau pendant Shabbat. Il y a d'autres explications dans le Rishonim, il y a ceux qui disent que la mer, elle fait mal au ventre, elle remue la personne beaucoup, et que pendant 3 jours il a besoin de s'habituer à cette situation, et donc ça va lui gêner son oneg Shabbat, son plaisir du Shabbat, c'est pour ça que pendant 3 jours c'est interdit. Plutôt que ça, c'est déjà permis parce qu'il a le temps de s'habituer à la mer. Il y a encore d'autres explications, que pendant les 3 derniers jours proches de Shabbat, eh bien, un homme doit faire attention à ne pas arriver à une situation où il devra transgresser le Shabbat, même en tant que pikuach nefesh, en tant que vraiment en danger de vie. Tandis que dimanche, lundi, mardi, il n'a pas encore le devoir de faire attention à Shabbat prochain, à ne pas se mettre dans une situation où il risque de devoir être mechalel Shabbat en tant que pikuach nefesh. Bon, ça c'est les explications dans la Rishonim. Maintenant revenons dans la Gemara. Donc on est au milieu du Hamoud, en début de ligne, Tanoura Banan. En mafligin besfina, on a vu on n'a pas le droit de prendre le bateau, parot mishloshe yamim, à moins de 3 jours, kodam la Shabbat, avant Shabbat. Bamet varim amorim, idvar reshut. Quand est-ce que c'est interdit? C'est que si c'est pas pour une mitzvah. C'est pas pour une mitzvah, et il prend le bateau pour autre chose, là c'est interdit. Aval idvar mitzvah, shapir dami, mais pour une mitzvah, ça sera permis même de prendre le bateau jeudi, vendredi, ou posek imo emenatishbot, veino shovet. Il doit quand même lui dire, attention, Shabbat, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes, apparemment c'est pas la mer, c'est un fleuve, peut-être Shabbat tu t'arrêtes, on roule pas pendant Shabbat. Et Veino Shovet, d'ivrei Rabbi, même s'il ne l'écoute pas, le goy ne l'écoute pas, et qu'il continue à voyager pendant Shabbat, ça ne le regarde plus le juif a fait son devoir, et c'est suffisant, selon Rabbi. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, et notre sarich, il n'a même pas besoin de lui dire, pendant Shabbat, on n'avance pas. Et à partir du moment où il a respecté les premières règles qu'on a dit, que c'est par exemple, il sort pour une mitzvah,
S'il sort pour une mitzvah, eh bien, il peut prendre le bateau, même jeudi, même vendredi, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas besoin de dire au goy, on Shabbat, on voyage pas. Ou mitzor le tidan, afilu berev Shabbat mutar. Si, par contre, il va à un endroit proche, comme une distance depuis la ville de Tzor jusqu'à la ville de Tidan, qui est une distance qui se fait même en moins d'un jour, ça sera permis même vendredi. Vendredi, il prend le bateau, il arrive vendredi, ça c'est permis. Tanu Rabbanan, en tsarin al ayarot shel nochrim. Quand on fait la guerre contre les goyim, on n'a pas le droit de siéger leur ville. Pachot mishlosha yamim kodam le Shabbat, à moins de 3 jours avant Shabbat. V'im itchilu en mafsikin. Mais s'ils ont quand même commencé, ils ne s'arrêtent pas pendant Shabbat. Ils n'ont pas besoin de se disperser pendant Shabbat. Au contraire, parce que là, ça va remettre en question toute la guerre. V'chen aya Shammai omer, adrideta afilu be Shabbat. Shammai dit sur le passage qui dit, tu feras la guerre contre les goyim jusqu'à que tu à les conquérir, même pendant Shabbat, tu continues cette guerre-là. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Naginayu bechule. Donc Rabban Shimon ben Gamliel dit, on avait l'habitude de donner à nettoyer les vêtements, à laver les vêtements 3 jours avant Shabbat. D'accord? Donc on a vu dans la Mishnah, les habits blancs, on les donnait 3 jours avant Shabbat parce que ça mettait du temps à les laver. Tanya Marabi Tzadok, Kachayam inagosh al bet Rabban Gamliel. Ainsi était l'habitude de la famille de Rabban Gamliel. Shayu notnin kli lavan les koves. On donnait des habits blancs à celui qui les lavait. Shlosha yamim kodam la Shabbat, 3 jours avant Shabbat. Utzuvuim afilu be'erev Shabbat. Mais des vêtements de couleur, même vendredi on les lui donnait parce que c'était plus facile à laver. Umidivreim lamadnu. Peut-être que les blancs c'était du lin et couleur c'était de la laine, ça se lavait plus facilement peut-être. De leur parole, on apprend qu'il est plus facile de laver les habits blancs que les habits de couleur. Abaye, quelle importance, on verra tout de suite. Abaye, Abaye a donné un vêtement de couleur, les katsra au koves, à celui qui doit à le laver, pour le laver. Amarle, Kamabayt il avait, il lui a demandé combien tu prends pour ça, pour le travail. Amarle Kedechiv Rabban, comme les blancs. Amarle, alors Abaye lui a dit, Kvar Kidmouch Rabbanan. Les Chachamim t'ont déjà devancé, ils nous ont déjà enseigné que le travail n'est pas du tout le même, qu'il est beaucoup plus facile de laver un vêtement de couleur qu'un habit blanc, et donc, ou peut-être les habits blancs voient plus les taches, donc il faut plus travailler pour les nettoyer. En tout cas, c'est pas le même travail, donc quand tu viens me dire que c'est le même prix, c'est faux, c'est pas vrai. Amar Abaye, Hayman de Yaivman alekatra bemashra, celui qui donne son vêtement à laver bemashra en mesure, donc il a mesuré exactement la taille de son drap par exemple, de cette tunique, je sais pas. Bemashra netivle, il doit le mesurer avant de le lui donner, ou bemashra neshkolmine, et il le remesure en le reprenant. Dei tafe des matrés. Parce que si le vêtement est plus grand, alors il se trouve qu'il est abîmé parce qu'il a étendu trop. Vei bâtir, et s'il a rétréci, et si il bâtir, il le voit plus petit, afcédé, il se trouve qu'il il a abîmé son habit, décapté parce qu'il a rétréci. Donc il faut le mesurer avant de le donner et avant de le prendre pour savoir exactement il a la même taille. Veshavin eluvelu shetoanin vechule. Donc on a vu dans la Mishnah, Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord, on a le droit de laisser les poutres sur les olives et sur les raisins pour que ça termine de se presser pendant Shabbat. Demande la Gemara Maishna Kulu de Gazru Bo Bet Shammai. Quelle est la différence entre toutes les premières que Bet Shammai ont interdit de les faire avant Shabbat, si ça se prolonge pendant Shabbat, comme on a vu, l'encre dans l'eau, le lin au four, la laine dans la marmite avec les couleurs, les pièges pour les animaux, etc. Toutes ces choses-là, on a vu que c'est interdit avant Shabbat selon Bet Shammai. Et pourtant ici, ils permettent de laisser les olives et les raisins sous les poutres. Pourquoi cette différence? Donc, Umaishna Korot Betabad Vigule Agat. Et en quoi sont différents donc les poutres? Betabad, c'est là où on fait l'huile. Vigule Agat, c'est les poutres où on presse les raisins. Delok Gazrou, où là Bet Shammai n'ont pas interdit. Répond la Gemara. Hanach, toutes les premières choses où Bet Shammai ont interdit. Dei avid lo beShabbat michayev chatat, que s'il le faisait pendant Shabbat, il aurait été chayav chatat. Si le juif le faisait vraiment pendant Shabbat, il aurait été chayav chatat, c'est-à-dire il a fait un travail interdit de la Torah pendant Shabbat. Gazrou bo Bet Shammai,
Erev Shabbat im Chashecha. Ces choses-là, Beth Shammai les ont interdites, même avant Shabbat, même vendredi, avant la nuit. Par contre, Korot Betabat Vigule Agat. Donc ces choses-là que de terminer de presser les raisins et les olives, comme on a vu, les poutres, des I Avid Lo Shabbat Lomi Chayav Khatat, que s'il les faisait pendant Shabbat, il n'aurait pas été Chayav Khatat, parce que ça a déjà été écrasé avant, les raisins et l'huile ont déjà été un peu pressés avant Shabbat. Alors maintenant, de toute façon, l'huile va sortir d'elle-même, le vin va sortir de lui-même, et là, simplement, on les laisse sous les poutres pour que ça sorte mieux, plus facilement, plus rapidement, et donc ce n'est pas en Shabbat. Cette chose-là, donc, lo gazrou. Beth Shammai n'ont pas interdit de le laisser avant Shabbat, sous ces poutres-là, pour que ça continue à se presser pendant tout Shabbat. Man Tana, demande la Gemara, qui est le Tana qui dit comme ça? Que toute chose qui vient d'elle-même, elle est permise. Qui est le Tana qui pense comme ça? Amar Rabbi Yossi Bar Rabbi Chanina, Rabbi Ishmael. C'est Rabbi Ishmael qui permet cette chose-là que de laisser les raisins et les olives sous les poutres pendant Shabbat. Detnan, comme on voit dans une Mishnah, Hashum, l'ail, Vea Bosser. Bosser, c'est les raisins qui ne sont pas encore assez mûrs, on a un peu du vinaigre. Vea Melilot, Melilot, c'est les épis de blé par exemple. Chez Risk, on en fait un peu aussi, un truc aigre comme ça, comme un peu pour assaisonner, pour tremper le pain dedans. Chez Riskan et Boodium, s'il les avait déjà écrasés avant Shabbat, donc Riskan, Risouk, écrasé déjà avant Shabbat, c'est un première étape de presser, ça s'appelle Risouk. On verra dans la suite du DAF encore 2 étapes de presser les raisins, les olives, comme on verra. Donc on a la première étape, c'est Risouk. On a la deuxième étape, ça s'appellera Dicha, Dalet Yud Kafé, Dicha. Et dernière étape, ça s'appelle Shrika. C'est vraiment les broyer complètement. Donc ici, s'il a commencé déjà à les presser mi-bodium, à les écraser mi-bodium avant Shabbat, Rabbi Ishmael Omer Igmar Misheterchar. Selon Rabbi Ishmael, il peut terminer, les laisser sous les poutres, même pendant Shabbat. Rabbi Akiva Omer, on tourne la page, le Igmor. Selon Rabbi Akiva, par contre, c'est interdit. Ve Rabbi Elazar Amar. Donc ça, c'est un premier avis. C'est Rabbi Yossi Bar Rabbi Chanina, qui dit que notre Mishnah va comme Rabbi Ishmael, qui permet de laisser sous les poutres ce qui a déjà été pressé avant Shabbat. Par contre, Rabbi Elazar dit que non, notre Mishnah ne va pas forcément comme Rabbi Ishmael, on va trouver un autre Tana, donc Rabbi Elazar Amar, Rabbi Elazari. Rabbi Elazar dit notre Mishnah va comme Rabbi Elazar. Évidemment, il y a une différence entre le premier Rabbi Elazar et le deuxième. Le premier Rabbi Elazar, c'est Rabbi Elazar ben Pedat, qui est un Amora. Le deuxième Rabbi Elazar, c'est Rabbi Elazar ben Shamoua, qui était un Tana. On peut le voir dans Rashi d'ailleurs. Rashi ici à la deuxième ligne à gauche. Rabbi Elazar Omer ou Rabbi Elazar ben Pedat de Amora. Rabbi Elazari ou Rabbi Elazar ben Shamoua Stam, Rabbi Elazar chez le Mishnah ou Braïta. Rashi nous ajoute une précision. Stam Rabbi Elazar chez le Mishnah ou Braïta, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a un Rabbi Elazar dans une Mishnah ou dans une Braïta, c'est ce Rabbi Elazar là qui est Rabbi Elazar ben Shamoua. Donc Rabbi Elazar, la Mora, Rabbi Elazar ben Pedat, il dit, elle va comme Rabbi Elazar ben Shamoua qui permet de laisser sous les poutres les olives et les raisins. Où est-ce qu'on a entendu Rabbi Elazar dire une chose pareille? D'Etnan. Et là, il nous ramène Rabbi Elazar, la Mora, nous ramène la Mishnah qui le dit. Chalot dvash, des gâteaux de miel de la ruche, chez Riskan berev Shabbat, donc il a fait le rissou, qu'il les a déjà pressés, il les a écrasés déjà avant Shabbat pour que le miel sorte. Veyatou me'atzman, et le miel maintenant continue à sortir, à couler de lui-même. Assour. Rabbi Elazar matir. Donc selon Tanakama, le premier Tana ici c'est interdit pendant Shabbat, ce miel est interdit pendant Shabbat. Selon Rabbi Elazar, le miel est permis pendant Shabbat. Donc selon Rabbi Elazar, le miel est permis pendant Shabbat. Et donc notre Mishnah va comme Rabbi Elazar qui permet une chose qui a déjà été pressée un peu avant Shabbat, même si ça continue à se presser, à sortir pendant Shabbat. Maintenant, la Gemara fait la comparaison entre les deux explications qu'on a vues. On a vu Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina dit que notre Mishnah va comme Rabbi Ishmael. On a vu Rabbi Elazar qui dit notre Mishnah va comme Rabbi Elazar. La Gemara va demander maintenant sur chacun pourquoi il n'a pas dit comme l'autre. Donc, Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina, maïta mala marqué Rabbi Elazar. Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina qui a dit que notre Mishnah va comme Rabbi Ishmael, qui permet de laisser les olives être pressées sous les poutres. Pourquoi il ne dit pas que notre Mishnah va comme pourquoi il ne dit pas comme Rabbi Elazar, qui a dit que notre Mishnah va comme Rabbi Elazar? Rabbi Elazar avait permis aussi le miel. Donc notre Mishnah aussi c'est le même principe. Amar Lecha il te répond.
Hatamhu, non, il y a une différence. Hatamhu là-bas, c'est permis. Pourquoi? Des mikara ochel ou bassof ochel. Au début, c'était de la nourriture, c'était un aliment, et c'est resté un aliment. Donc le miel, avant d'être pressé, après d'être pressé, ça s'appelle toujours du miel, ça s'appelle un aliment. C'est pas une boisson. Donc, on ne craint pas qu'il va les presser pendant Shabbat. Parce qu'il n'a pas changé leur statut. Tandis que hacham mikara ochel ve'ashtamashke, ici, les olives et les raisins, dans notre Mishnah, c'était un aliment, c'était des fruits, c'est devenu une boisson, de l'huile, du vin. Et là, on craint que, puisqu'il y a un changement de statut pendant Shabbat, et tu vas lui permettre d'obtenir justement cette huile et ce vin pendant Shabbat, eh bien, il va se permettre de les presser pendant Shabbat. Il va voir que on fait pas là, il y a pas, c'est pas grave, nourriture, boisson, c'est pareil, on aura permis, donc il va tout permettre. Donc finalement, on devra lui interdire. Donc je reprends. Rabbi Yossi Rabbi Hanina a dit que notre Mishnah va comme Rabbi Ishmael, il n'a pas voulu dire qu'elle va comme Rabbi Elazar. Alors que Rabbi Elazar a permis le miel, c'est différent de notre Mishnah. Le miel peut-être est permis, parce que il n'a pas eu de changement de statut. Tandis que l'huile et le vin, on devrait l'interdire, parce qu'il y a un changement de statut. C'est un aliment, c'est devenu une boisson. Donc, on ne peut pas dire que notre Mishnah va comme Rabbi Elazar. Mais Rabbi Elazar la Mora qui dit que notre Mishnah, elle va oui comme Rabbi Elazar le Tana. Donc, il fait oui cette comparaison entre le miel et le vin et l'huile. Amar Lecha, il te répond, comment je me permets de faire cette comparaison? Pourtant, la différence est claire. Hacham inanel Rabbi Elazar, on a bien entendu de Rabbi Elazar dire très clairement, qui lui, il permet même les olives et les raisins. Rabbi Elazar permet même les olives et les raisins. Et donc, puisque Rabbi Elazar permet les olives et les raisins, il n'y a pas de problème de dire que notre Mishnah va comme lui. Donc à partir du moment où ça a été pressé avant Shabbat, il est permis de les laisser sous les poutres pendant Shabbat. D'où je sais ça, dit Rabbi Elazar, que Rabbi Elazar le Tana permet même les olives et les raisins. Qui ata Ravosha Minarda, lorsque Ravosha est venu de la ville de Nardea, ata ve'aiti matnit abiyade, il est venu, il a amené avec lui une braïta dans sa main. La braïta disait comme ça: Zetim ben avim sheriskan me'erev Shabbat, des olives et des raisins qui ont été écrasés déjà avant Shabbat, ve'atu me'atman, et que maintenant l'huile et le vin est sorti de lui-même, asurin, c'est interdit. Par contre, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon matirin. Donc on voit clairement que selon Rabbi Elazar, et Rabbi Shimon aussi d'ailleurs, c'est permis, on ne fait pas la différence, donc on aura le droit aussi de les laisser sous les poutres pendant Shabbat, alors que ça continue à se presser davantage pendant Shabbat. Ça c'est Rabbi Elazar. Donc Rabbi Elazar dit que notre Mishnah va comme Rabbi Elazar. Ve Rabbi Yossi Rabbi Hanina, qu'est-ce qui répond à ça? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas que notre Mishnah va comme Rabbi Elazar, alors qu'on voit très clairement que Rabbi Elazar permet même pour les olives et les raisins? Braïta le shmiale. Tout simplement, il n'a pas entendu cette braïta. Il ne connaissait pas cette braïta-là. Il ne connaissait que la Mishnah, où Rabbi Elazar ne parlait que de miel. Donc il a fait la différence en disant, mais il n'y a pas de preuve du miel pour les olives et les raisins. Donc on ne pourra pas forcément interpréter notre Mishnah comme Rabbi Elazar. C'est pour ça que Rabbi Yossi et Rabbi Hanina est allé chercher ailleurs. Il a trouvé Rabbi Ishmael. Il a tout simplement pas entendu cette braïta, où on voyait clairement que Rabbi Elazar permet même le vin et l'huile. Vers Rabbi Elazar, maintenant on se retourne la question contre Rabbi Elazar. Vers Rabbi Elazar, maïtam ala marka Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Pour quelle raison Rabbi Elazar ne dit pas comme Rabbi Yossi Rabbi Hanina, qui a dit que notre Mishnah va comme Rabbi Ishmael? Amar lecha, il te répond, Amar lecha, donc Rabbi Elazar te répond: je ne peux pas dire que notre Mishnah va comme Rabbi Ishmael, tu sais pourquoi? Parce que Rabbi Ishmael ne parle pas du cas de notre Mishnah. La vitmara, n'est-ce pas qu'on a enseigné dessus, sur Rabbi Ishmael, la machloket de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, à propos, comme on a vu, de l'ail, des épis de blé, des raisins qui sont pas encore mûrs. On a vu la machloket de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, est-ce qu'on a le droit de les laisser presser pendant Shabbat? Et on a ajouté dessus une précision importante. Amar Rava bar Chanina Amar Rabbi Yochanan, mais mechusarin dicha, si on les a pas pressés, la deuxième étape qui s'appelle dicha, on les a que écrasés. On n'a pas fait la dicha. On ne les a pas écrasés plus que le rizouk, plus que la première fois. On n'a pas commencé vraiment à les presser. Dans ce cas-là, des coups, l'allemand le pliguait. Il n'y a pas de discussion que c'est interdit de les laisser comme ça pour Shabbat. Qui pliguait, leur discussion n'est que dans le cas où on a déjà fini les deux premières étapes. On les a écrasés, on les a même pressés. Et tout ce qui manque, c'est bemchousarin shrika. On les a pas encore broyés. Mes traductions ne sont peut-être pas très précises, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ce sont trois étapes. Il y a risouk, dicha et shrika. S'il a fait que risouk,
alors selon tout le monde c'est interdit de les laisser presser. S'il a fait risouk plus dicha avant Shabbat, c'est là où ils sont en marloquette. Est-ce qu'on a le droit de les laisser presser pendant Shabbat alors qu'il nous manque la troisième étape qui s'appelle shrika, les broyés, disons. Ve'anenami, or chez nous dans le cas de notre Mishnah, c'est différent de la marloquette de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Eux discutent dans un cas où on a fait déjà les deux premières étapes. Tandis que dans notre Mishnah, il s'agit d'un cas où on n'en est pas encore à la troisième étape. Kemechusarin dichad damudi lagmara. Dans notre Mishnah, il nous manque la deuxième étape. La deuxième étape n'a pas encore été faite. Ça a été peut-être écrasé avant Shabbat. On n'a pas commencé vraiment à les presser avant Shabbat. Donc dans ce cas-là, il n'y aura pas de marloquette selon tout le monde s'interdit, même Rabbi Ishmael. Donc on ne pourra pas dire que Rabbi Ishmael, notre Mishnah est comme Rabbi Ishmael. Notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il interdit dans ce cas-là. Tout ce que Rabbi Ishmael a permis, c'est que si on était avancé d'une étape de plus. Et c'est pour ça donc que Rabbi Elazar ne veut pas dire que notre Mishnah va comme Rabbi Ishmael. Hora Rabbi Yossi bar Hanina que Rabbi Ishmael. La Gemara dit que Rabbi Yossi bar Hanina a tranché la halakha comme Rabbi Ishmael dans sa discussion avec Rabbi Akiva, qu'il est permis de les laisser presser sous les poutres pendant Shabbat, les olives et les raisins. Ou plutôt, le cas de Rabbi Ishmael, c'était le cas des épis, des raisins qui n'étaient pas assez mûrs, et on a vu une troisième chose, c'était un choum, l'ail. Donc ces trois choses-là, qui ont déjà été pressées un peu avant Shabbat, on a le droit de les laisser sous les poutres pendant Shabbat. La Gemara maintenant passe à un nouveau sujet complètement, d'après Rashi en tout cas, qui est un sujet de Mouktsé. Qu'est-ce qui est Mouktsé, qu'est-ce qui n'est pas Mouktsé? Donc puisqu'on est en train de parler d'huile, la Gemara elle passe d'un sujet de l'huile à un autre sujet de l'huile. Donc le sujet d'huile qu'on a vu, c'était si on a le droit de laisser les olives pressées sous les poutres pendant Shabbat. Et la Gemara maintenant elle va traiter la question, est-ce que l'huile c'est Mouktsé pendant Shabbat ou pas? Donc l'huile, effectivement, évidemment, il ne s'agit pas de l'huile qu'on a dans l'armoire pour assaisonner ses salades, c'est pas de ça qu'il s'agit. La Gemara s'explique tout de suite. Shemen shel badadin, l'huile de ceux qui pressent les olives. Il leur reste un peu d'huile dans leur récipient après avoir pressé les olives. Cette huile-là n'a pas été réservée pour Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de la toucher, porter pendant Shabbat ou pas? Porter, évidemment, je ne parle pas du Rishut Hayachid ou Rishut Harabim, mais je dis dans la maison. Est-ce que c'est Mouktsé ou c'est pas Mouktsé? De même, ou Machatzalot shel badadin. Machatzalot, en général, c'est des tapis de roseau. Et là, ils s'en servent, les badadines, les gens qui font l'huile, ils s'en servent pour couvrir leur récipient d'huile ou toutes sortes d'autres appareils qu'ils ont là-bas. Et ça n'a pas été réservé pour être utilisé pendant Shabbat. Est-ce que c'est Mouktsé ou pas Mouktsé? Rav Asar ou Shmuel Charé. Rav permet, Rav interdit, Shmuel permet. Rav pense que c'est Mouktsé, on n'a pas le droit de les porter pendant Shabbat. Selon Shmuel, on a le droit de les porter pendant Shabbat. Autre cas, Hané Karché des ouzés. Karché des ouzés, c'est aussi, ici, c'est Karché, c'est aussi des tapis de roseau. Des ouzés, ça veut dire 2 par 2, qui servent à couvrir les marchandises. Rav Asar ou Shmuel Charé. Selon Rav, c'est Mouktsé, on n'a pas le droit de les porter. Selon Shmuel, c'est permis. Amar Rav Nachman, Ezechelba, une chèvre qui est réservée à son lait, on l'utilise, on la garde pour son lait. Verachel legizata, une brebis qui est destinée en fait à prendre sa laine. Vetarnegolet et betata, et une poule qui nous sert en fait à prendre ses œufs. Vetore de ridia, ou bien des taureaux qui nous servent à labourer le champ. Vetamre de iska, ou bien des dattes qui sont mises en vente. Rav Asar ou Shmuel Amar Mutar. La même marloquette à nouveau. Selon Rav, toutes ces choses-là c'est Mouktsé parce que ça n'a pas été destiné à une utilisation permise pendant Shabbat. Ça n'a pas été réservé pour être utilisé pendant Shabbat. Tandis que selon Shmuel, il n'y a pas ce Mouktsé-là. Toutes ces choses-là sont permises. Vekami Flegé, la Gemara dit que leur discussion de Rav et Shmuel, elle nous ramène en réalité à une ancienne marloquette, mais Plukta de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. La marloquette, la grande marloquette de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, est-ce qu'il y a Mouktsé pendant Shabbat? Selon Rabbi Yehuda, on tient Mouktsé pendant Shabbat. Selon Rabbi Shimon, on ne tient pas de Mouktsé pendant Shabbat. La halakha est comme Rabbi Shimon qu'on n'a pas tous les Mouktsé de Rabbi Yehuda pendant Shabbat, on n'en a que quelques-uns. Mais Rabbi Yehuda dit que toute chose qui n'a pas été réservée pour être utilisée pendant Shabbat, c'est Mouktsé. Donc toutes ces choses-là, toute cette longue liste-là, tout ça c'est du Mouktsé.
Et selon Rabbi Shimon, non, c'est justement la discussion entre Rav et Shmuel. Est-ce qu'on dit comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi Shimon? Rav comme Rabbi Yehuda et Shmuel comme Rabbi Shimon. Haou Talmida, il y avait un élève d'Ilegmara, raconte la Gemara, de Ori Becharta, qui a enseigné dans l'endroit de Charta, la ville de Charta, Becharta de Argiz. Charta c'est la ville, Argiz c'est l'homme, le propriétaire de cet endroit-là, ou qui avait construit cette ville, que Rabbi Shimon. Il a enseigné comme Rabbi Shimon qu'on ne tient pas Moukté. Toutes ces choses-là ne sont pas Moukté. On n'a pas besoin de réserver chaque chose qu'on peut utiliser pendant Shabbat. Il y a effectivement quelques types de Moukté qui ne sont pas traités ici, comme par exemple la Moukté Mahmat Chesronkis, quelque chose qui est gardé à un endroit très précis, on ne veut pas le bouger de là-bas pour ne pas l'abîmer. Ou par exemple l'exemple qu'on donne, c'est un couteau de Shrita, de Mila, on a peur de l'abîmer, donc c'est Moukté parce que on ne le bouge pas de sa place pour pas l'abîmer. Et évidemment toutes sortes de choses aussi qui rentrent aussi dans cette définition. Et il y a encore d'autres types de Moukté, mais en tout cas, on ne dira pas sur chaque chose qui n'a pas été réservée à être utilisée pendant Shabbat, forcément, que ça devient Moukté. Et lui, c'est ce qu'il a enseigné donc comme Rabbi Shimon. Shamte Rav Hamnuna. Rav Hamnuna l'a mis en idouille, en écart de la communauté. Vea que Rabbi Shimon Tzivira. Demande à Gmara, pourtant, nous on tient bien que la halakha est comme Rabbi Shimon, donc il avait raison cet élève-là d'enseigner comme Rabbi Shimon. Répond la Gemara, Be'atre de Rav Hava. Cet endroit-là était l'endroit qui était soumis à Rav. Rav pensait comme Rabbi Yehuda, qu'on tient Moukté pendant Shabbat. Lo ibaile, et donc cet élève-là n'avait pas raison de faire, il n'aurait pas dû les me'avadachi de faire comme ça à l'endroit de Rav d'enseigner contre Rav. C'est pour ça qu'il était mis en idouille. Pas parce qu'il s'est trompé dans la halakha, mais parce qu'il a enseigné la halakha générale à un endroit où on était soumis à Rav, donc il y avait un manque de respect vis-à-vis de Rav, il méritait ce nidouille. Hane tre talmide. La Gemara raconte une nouvelle histoire, c'est encore un nouveau sujet. Deux élèves, Chad matil bechad mana. Là-bas, il y avait l'histoire d'un incendie. Et quand il y a l'incendie, on a le droit de sauver des choses de la maison, de sortir de la nourriture de la maison. Mais il y a certaines conditions. Pour sauver les choses de la maison, même si c'est pour le mettre dans la cour, sans le sortir au Reshut Arabim, eh bien, on aura dans la suite de la Masechet, bien plus loin, quelques conditions de quelle manière c'est permis, de quelle manière c'est interdit. Et là, on avait deux élèves qui chacun faisait à sa manière. Chadmatil bechadmana. Il y en a un qui sauvait dans un sac, il remplissait le sac avec tout ce qu'il voulait prendre à sortir de la maison, il remplissait, il sortait en une fois. Vechadmatil be'arba vechamesh mane. Et l'autre élève, Matil, il est sauvé de l'incendie, de la nourriture, be'arba vechamesh mane, dans plusieurs sachets. Il mettait dans plusieurs récipients, dans un récipient il mettait ceci, dans l'autre cela, ou même la même chose mais dans plusieurs récipients, et il les mettait ensuite tous, selon Rashi, dans le grand sac, et il le sortait comme ça, et de cette manière-là, il se permettait de sauver des choses de l'incendie. Vekami Flegé, la Gemara dit que cette discussion-là entre ces deux élèves, c'est déjà une ancienne discussion, mais Plukta de Rabba Bar Zavda et Ravuna. Et c'est la discussion justement de Rabba Bar Zavda et Ravuna, plus loin, dans le Daf Kuf Kaf, on voit que un des deux pensait qu'il était permis de sauver de l'incendie que si on jetait tous les aliments dans le même sac, et selon le deuxième, il est permis même de mettre plusieurs sachets différents dans un sac et de tout sortir en une fois, selon Rashi. Selon Tosfot, celui qui dit 4 ou 5 sachets, c'est pas qu'il les met dans un grand sac, mais c'est qu'il rentre et il sort à chaque fois. Mishnah suivante. En tsolin, on n'a pas le droit de griller Bassar, batsal ou betsa, de la viande, de l'oignon et de l'œuf. On a déjà ramené cette Mishnah là plus haut, dans le Daf Yutret. Et la kedesh yitzol mibodium, que si ça a déjà été grillé suffisamment avant Shabbat. Dans ce cas-là, on pourrait les laisser au feu pendant Shabbat. En notnin pat latanorim chashecha, on n'a pas le droit de laisser du pain au four avec le coucher du soleil à la nuit. Velo charara al gabe gechalim, ni une pâte, un gâteau. Sur les braises, on n'a pas le droit non plus de le laisser comme ça pendant Shabbat, si ça va se cuire pendant Shabbat, et là que à condition que des shikremu panam ibeodium. À condition qu'on voit que ça a déjà été cuit, la surface d'en haut, elle a déjà été cuite, elle a déjà un peu durci, il y a déjà une croûte, elle a déjà pris la couleur, avant Shabbat, dans ce cas-là, c'est permis. Rabbi Eliezer Omer, non, il faut, dès qu'on ne regarde pas la surface d'en haut, on regarde plutôt
le dessous du pain. Si ça commençait déjà à prendre la couleur, à cuire, ça sera permis de le laisser pendant Shabbat au feu. Sinon, non. Ici, la Mishnah nous donne des exceptions. Déjà, une exception, c'est le Korban Pessah. Donc, l'agneau du Pessah, on a le droit, il faut le griller, évidemment. Il faut le griller. On n'a pas le droit, en général, on a dit qu'on n'a pas le droit de griller, de laisser de la viande grillée pendant Shabbat. Ici, par contre, c'est pas la même chose. L'agneau du Pessah, on a le droit de le mettre vraiment juste avant Shabbat, et que ça se grille pendant Shabbat, ça s'efface pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que les gens qui s'occupent du Korban Pessah, la Chabura, c'est le groupe qui se sont réunis sur l'agneau du Pessah. Ils font suffisamment attention donc à se rappeler les uns aux autres de ne pas renforcer la flamme pendant Shabbat. Ils ont l'esprit assez éveillé de faire attention à ça. On a le droit aussi de renforcer le feu avant Shabbat. Bimdurat Bet Hamoked, Medurat c'est le feu. Bet Hamoked c'était une pièce au Bet Hamikdash qui servait aux Kohanim pour se chauffer. Ils étaient pieds nus tout le temps sur le sol du Bet Hamikdash, ils avaient froid. Donc ils se chauffaient dans un endroit qui s'appelait Bet Hamoked, la pièce du feu. Et là-bas on a le droit de renforcer bien le feu, le grand feu de la pièce, même vraiment juste avant l'entrée du Shabbat. C'est permis. On ne craint pas qu'il va renforcer le feu pendant Shabbat parce que les Kohanim ils se rappellent les uns aux autres si ils vont voir que quelqu'un risque à ce shalom de toucher le feu. Ou Bagvoulin, Kedesh était Bagvoulin en dehors du Bet Hamikdash. Là-bas, on va pas permettre une chose pareille. On va pas permettre donc de renforcer le feu juste avant, de rentrer encore des bois dans le feu juste avant Shabbat. Là-bas, il faut Kedesh était Chozaour Berubo. Il faut que déjà le feu prenne déjà sur la majorité du bois. Rabbi Yehuda Omer, Bepechamin Kolshu. Rabbi Yehuda dit ici par contre c'était un feu de charbon. Là, dès que le feu a commencé à prendre, c'est terminé, il n'y a plus de problème. On a le droit de laisser comme ça pendant Shabbat. On n'a pas besoin d'attendre, on n'a pas besoin de l'allumer suffisamment tôt avant Shabbat pour que le feu prenne la majorité du bois qui commence à brûler. On n'a pas besoin de ça. Dans les charbons, dès que ça commence à brûler un peu, c'est bon, il est tranquille, il n'aura pas besoin de renforcer le feu pendant Shabbat, ça va se faire déjà facilement tout seul. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui.